Bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle histoire, et cette histoire, ce ne sera pas du tout une histoire d'amour comme la semaine dernière, mais plutôt une histoire qui ressemble à un polar. Vous allez voir que la raison du meurtre est hors norme, il y a peu de preuves, peu de suspects, c'est une histoire totalement ambiguë, et réellement ça aurait pu être écrit par un écrivain genre Agatha Christie, vous verrez, c'est hallucinant. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur l'histoire de Bernard von Bredow et de sa fille Lorina. On est le 22 octobre 2021 et on va se transporter cette fois en Amérique latine, au Paraguay. Là-bas, il fait plutôt chaud, il fait 30 degrés ce jour-là, et bien sûr, à 14h, quand tout va se passer, tout le monde est en train de faire la sieste. Clairement, 30 degrés, 14h, c'est pas le moment d'aller travailler, ils sont tous au frais chez eux, volets tirés, et tranquillou bilou, on profite de la vie. Mais leur tranquillité va être dérangée par une armée de flics qui va se diriger vers une maison de la ville. Cette maison, vous l'aurez compris, c'est celle de Bernard qui a 62 ans et sa fille Lorina qui a 14 ans. Tous les deux sont à la base allemands et ont immigré au Paraguay il y a seulement 4 ans. Là-bas, ils se sont fait une petite communauté parce que beaucoup d'Allemands viennent s'installer au Paraguay. La vie est tranquille, paisible, il fait beau, il y a une belle nature, tout n'est pas cher. Et vu qu'il y a une bonne communauté allemande, ils se font facilement des amis et une nouvelle vie sociale. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Bernard et Lorina quand ils sont partis s'installer au Paraguay. Ils étaient vraiment au paradis là-bas. Et pourtant, ce jour-là, on va les retrouver dans un état lamentable. La personne qui a appelé les policiers s'appelle Stephen, et Stephen est un des amis de Bernard. Apparemment, ce jour-là, il y avait des travaux qui devaient être effectués chez Bernard et un bulldozer devait se déplacer pour faire les travaux. Sauf que quand le bulldozer va arriver avec le chauffeur, personne ne répondra chez Bernard. Donc, ayant le numéro de Stephen, ils vont appeler Stephen pour qu'il intervienne et qu'il voie pourquoi Bernard ne répond pas. Stephen va donc arriver chez son ami, rentrer dans la maison et là découvrir une scène horrible. Il va donc appeler la police et c'est ça, le ramdam qu'on a entendu à 14h, c'est les policiers en train de foncer vers la maison de Bernard parce que Stephen venait de le retrouver mort. À leur arrivée, les policiers vont trouver le corps de Bernard au pied de son canapé, à moitié recouvert d'une couverture. Et là, ils vont se rendre compte que le corps est vraiment très abîmé. Déjà, Bernard a été achevé, entre guillemets, d'une balle dans la nuque, donc c'est une exécution. Mais avant ça, il a été torturé pendant certainement des heures, au vu de l'état du corps. C'est-à-dire que Bernard a été brûlé par des cigarettes, il a été coupé de partout, il a été frappé, il est blessé au visage et aux yeux, mais très durement, et en plus de ça, on lui a intégralement brûlé les parties génitales. C'est-à-dire que le pauvre, ça a duré des heures, cette torture. D'ailleurs, l'appartement porte les traces des sévices de Bernard, étant donné qu'il y a du sang dans toute la maison. La maison est sans dessus-dessous, c'est un capharnaüm, mais intégral. On voit qu'on a fouillé dans toutes les pièces, on a même rassemblé des objets à des endroits et on les a fracassés. Donc là, les policiers se rendent bien compte qu'il y a des gens qui sont venus chez Bernard, qui l'ont torturé et qui ont retourné sa maison, donc pour trouver certainement des objets de valeur. Et quand ils vont monter à l'étage, ils vont malheureusement trouver le corps de la pauvre Lorina, qui, je vous le rappelle, n'a que 14 ans, dans une baignoire remplie d'eau, et elle s'était vidée de son sang dans l'eau. Ce qu'on découvrira, c'est qu'elle aussi a été torturée, elle a été brûlée, elle a été battue, qu'elle a été agressée intimement, afin de faire craquer son père. En fait, tout ça, c'était de la torture, tout ce qu'ils ont infligé à la pauvre Lolo, parce que Lorina s'appelle Lolo, donc on va l'appeler Lolo. Lolo a été torturé pour faire craquer Bernard, et a priori, ils ont fini par être exécutés tous les deux. Et les policiers pensent que si Lolo a été mise dans un bain, c'est bien sûr pour effacer toute trace d'agression intime sur la jeune fille. Ce qu'on apprendra aussi, c'est que Lolo a été attaqué dans sa chambre pendant son sommeil, et ça on va le découvrir parce qu'en fait il y aura des traces de lutte qui vont de sa chambre jusqu'à certains endroits de la maison, et on va comprendre que Lolo a essayé de se défendre en fait.
Là, les enquêteurs s'interrogent un peu parce qu'ils comprennent pas en fait. Il y a beaucoup d'objets de valeur qui sont restés dans la maison. C'est-à-dire que là, on voit des violons, on voit des tableaux, on voit des choses qui auraient pu être volées et qui sont laissées sur place. Donc là, les enquêteurs sont un peu perplexes. Ils se disent, si ça avait été un vol, ça aurait été volé. Là, c'est pas le cas. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt une vengeance que Bernard aurait subi? Quelqu'un qui serait venu chez lui aurait fait du mal parce que il en voulait à Bernard pour X ou Y raison. Donc là, les policiers commencent à interroger un peu les voisins. Les voisins diront qu'ils ont rien entendu. La maison de Bernard est très grande, comme vous le voyez sur les photos. Elle est très isolée. Il n'y a pas de voisins dans les alentours. Et vu que les voisins étaient tous admis, s'ils avaient entendu Bernard et sa fille en danger, ils seraient intervenus. Et là, c'est pas le cas. Ce qu'on saura aussi, c'est que Stephen, donc l'ami qui a trouvé Bernard et sa fille, va dire qu'il a eu les nouvelles de Bernard la veille à 21h30 par SMS et qu'apparemment tout allait bien. Donc il n'y avait pas de traces de danger de quoi que ce soit la veille au soir à 21h30. Et là il est 14h quand il passe chez Bernard et qu'il découvre le corps. Donc ça veut dire qu'en 17h, Lolo et son père ont été attaqués, torturés et abattus. Voilà, donc qu'est-ce qui a bien pu se passer? Là, les enquêteurs vont essayer de trouver un maximum de preuves, bien entendu. Mais avant de se pencher sur l'enquête qui a suivi les meurtres de Lolo et de Bernard, on va d'abord se pencher sur la vie captivante de Bernard von Bredow. Cet homme a eu une vie incroyable. Réellement, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se vanter d'avoir fait autant de choses aussi intéressantes dans leur vie, comme vous allez le voir. Bernard Raymond von Bredow naîtra en 1959 à Siegdorf, dans le district de Trunstein. Quand il est tout petit, il va beaucoup voyager et il ira par exemple voir son oncle au Canada et il ira aussi habiter à l'âge de 9 ans en étant non accompagné chez son grand-père en Nouvelle-Zélande. Donc là vraiment on sent que c'est un petit aventurier, il aime voyager et il a vraiment pas peur de voyager tout seul, sans papa, sans maman et d'aller habiter dans un autre pays, ça lui fait pas peur, il aime ça. Sa vie prendra un tournant radical le 11 octobre 1975, quand il a 16 ans. Il est en fait avec un ami en train de faire des fouilles parce qu'il cherchait un trésor. Me demandez pas quel trésor, mais en tout cas, ce qu'ils vont trouver en soi est déjà un trésor. Ils vont tomber sur une boîte crânienne de mammouth. Faut savoir quand même qu'ils creusaient à la petite cuillère dans le lit d'une rivière et ils ont réussi à trouver un truc que peu de gens ont réussi à trouver dans leur vie et ils vont continuer donc à garder le secret en creusant comme ça pendant 3 ans. Ils vont déterrer une très grosse partie du squelette et au bout d'un moment ils vont se rendre compte qu'il faut qu'ils appellent les autorités et donc vont appeler les autorités qui vont continuer les excavations. Quand les autorités vont arriver, ils vont finir de creuser la zone qui a été délimitée par les deux gamins qui ont maintenant grandi, ils ont 19 ans tous les deux, et ils vont trouver carrément des lions de grotte, des cerfs géants et des rhinos laineux, des rhinocéros laineux. Autrement dit, un réel trésor pour tous les paléontologues qui sont venus les aider à creuser cette zone. Donc en 1987, ils vont présenter toutes leurs trouvailles au monde, et en 1991, Bernard va ouvrir un musée qui sera complètement dédié à la période de l'âge glaciaire et du mammouth. Bernard continuera les expéditions, comme par exemple en 90, il partira en expédition en Sibérie pour faire des fouilles. En 97, ce sera le tour de l'Arizona et en 98, l'Alaska et le Canada. Bien sûr, Bernard était devenu célèbre grâce à son mammouth qu'il avait prénommé Oscar. Il avait fait la tournée du monde réellement, il avait été invité sur tous les plateaux parce que c'est une histoire incroyable. C'est deux gamins de 16 ans qui vont réussir à trouver un squelette de mammouth et qui ont été tellement déterminés. Puis il y en a un des deux qui a quand même ouvert un musée, qui s'est lancé dans les études de paléontologie. Bref, vraiment, l'histoire est atypique. Donc il fera le tour des plateaux de télévision et présentera son histoire et son mammouth Oscar au monde entier. Et bien sûr, ça lui ouvrira les portes de plusieurs expéditions, comme je viens de vous le dire. Mais Bernard est un touche-à-tout, donc il va vraiment s'ouvrir à d'autres métiers, comme par exemple, il fera de l'aide au développement en Inde, de la construction de pipelines au Canada, donc les pipelines c'est ce qui transporte le gaz ou par exemple le pétrole sous la mer, et lui il travaille là-dedans. Il fera de la biologie, de la géologie, de l'archéologie. Il partira un peu de partout dans le monde pour aller chasser des grosses bestioles comme des sangliers et des requins, parce qu'il va même faire de la pêche au gros et aller pêcher du requin. Bref, c'est un touche-à-tout, il est curieux, il est aventureux et il adore apprendre. Un peu plus tard dans sa vie, il va se mettre à réparer des instruments. Il est vraiment touche-à-tout. Là, il va se mettre un peu dans la musique et le bois, c'est-à-dire qu'il va réparer des instruments extrêmement anciens et il va devenir un luthier
très reconnu. Sa spécialité, c'est de réparer des violons, des violoncelles, et il aura une spécificité. Il saura réparer des Stradivarius, c'est-à-dire qu'il va restaurer des œuvres d'art réellement, vu qu'un Stradivarius, c'est une œuvre d'art en soi, c'est très vieux, très cher, ça vaut des millions et c'est extrêmement rare. Et lui, il en a fait sa spécialité. En 2017, il va aller partir faire un voyage au Paraguay et va tomber complètement amoureux de ce pays. Donc en 2018, il va embarquer sa fille Lolo et partir au Paraguay pour s'offrir une petite retraite tranquille. Donc il va s'acheter une petite maison dans la ville d'Aragua, qui est à 14 km de Asunción, qui est la capitale du Paraguay. Donc il est plutôt bien situé et comme je vous l'ai dit, il a une communauté allemande sur place et se fait beaucoup d'amis. Son projet de vie à la base, c'était de construire une immense maison, c'est pour ça qu'il est en travaux d'ailleurs au moment de son meurtre, et d'en faire des chambres d'hôtes pour les nouveaux immigrés allemands qui débarquent dans le pays. Il se dit qu'il y aura toujours du boulot étant donné que des immigrants, il y en a tout le temps. Et en soi, c'était plutôt une bonne idée. À côté de ça, il continue à réparer ses violons, bien entendu, c'est une passion pour lui, donc il pourra pas s'arrêter de le faire et il n'a pas envie de l'arrêter non plus, donc il se concentre sur ces deux activités. Et côté loisirs, il se fait une bande de potes qui sont tous les trois immigrés allemands et que je vais vous présenter maintenant. On a Volker Granas qui a 58 ans, Yves Steinmeins qui a 60 ans et Stephen Darchinger qui a 51 ans. Maintenant, on va en revenir au meurtre. Donc, au début de l'enquête, les policiers envisagent toutes les pistes, bien entendu. Ils vont d'abord penser à des employés qui ont été renvoyés par Bernard 15 jours avant. Ces employés, c'était des maçons qui s'occupaient de finir la maison de Bernard. Il y aurait eu apparemment un petit désaccord et Bernard les aurait renvoyés alors que ça faisait 4 mois qu'ils bossaient sur le chantier. Donc, apparemment, ça aurait pas plu aux employés, donc les policiers vont penser à eux, bien entendu. Ils vont les interroger. L'interrogatoire mènera nulle part, ils ont rien à voir avec cette histoire, donc ils vont être sortis de la liste des suspects. Après ça, les enquêteurs vont se dire, vu qu'on est au Paraguay, peut-être qu'éventuellement un cartel, un groupe armé aurait voulu faire irruption chez Bernard parce qu'ils auraient entendu qu'il réparait des trucs un peu chers, des violons qui coûtaient la peau des fesses, des millions en l'occurrence, et qui seraient donc venus armés dans la maison pour torturer Bernard et sa fille pour arriver à faire avouer Bernard. Mais il n'y a pas de preuves, donc ça aussi, ça va être écarté. Et peu à peu, les enquêteurs vont voir les choses autrement. Ils se disent que la maison de Bernard est quand même assez extradée du centre du village, elle est plutôt isolée, sa maison. Ils se disent que Bernard parle allemand, mais absolument pas la langue des locaux. Donc comment les locaux auraient pu savoir ce qu'il avait chez lui? Et finalement, au vu de comment les gens sont rentrés chez lui, de la façon dont s'est déroulé le meurtre, l'attaque, il commence à se dire que peut-être que Bernard connaissait ses agresseurs finalement. Et donc les soupçons vont se porter sur ses trois amis, c'est-à-dire Volker, Yves et Stephen. Donc là, à ce moment-là, les enquêteurs vont aller faire une petite perquisition chez eux pour vérifier leurs soupçons, et là, ils vont trouver des choses. Le mercredi 10 novembre, Hugo Grans va donc aller chez les trois personnes, donc Stephen, Yves et Volker, pour faire sa fouille. Et quand il va arriver chez Volker, il va retrouver 4 violons Stradivarius, 12 fusils, 4 pistolets. Donc là, il va arrêter bien sûr immédiatement Volker pour aller l'interroger sur ces 4 fameux violons qui ont été retrouvés chez lui, comme par hasard, alors que Bernard était luthier. Chez Stephen, plutôt dans sa voiture, ils vont retrouver une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait une arme à feu en fait, un petit pistolet. Donc là, les policiers vont lui demander qu'est-ce que c'est que cette chose. Et Stephen va dire que c'est Volker qui lui a remis la boîte en lui demandant de la conserver comme quelque chose de précieux en fait. Et donc Stephen s'est pas posé de questions, il s'est dit que c'était certainement des bijoux ou de l'argent, mais il dira qu'il ne savait absolument pas qu'il y avait une arme dans cette boîte. En attendant, tout le monde va être emmené en interrogatoire et on va essayer de démêler la situation et de savoir un peu ce qui s'est passé. La théorie des enquêteurs, après avoir parlé avec les voisins et les amis et les gens qui connaissaient Bernard et les 3 personnes qui viennent d'être arrêtées, c'est qu'en réalité Bernard, quelque temps avant, est parti faire un voyage en Allemagne et a confié 4 Stradivarius à Yves. Yves, à son retour, lui a dit qu'une partie de sa maison avait brûlé et que ses violons avaient été détruits dans l'incendie. Donc là-dessus, Bernard n'a pas été très content, il avait des doutes parce que des violons pareils, ça coûte des millions. Donc il avait des doutes sur la réalité des faits, sur le fait que les violons étaient vraiment détruits et il commençait à se dire qu'il allait peut-être porter plainte contre Yves pour vol et escroquerie. Alors donc les policiers se disent que concrètement,
Yves, sentant la patate, s'est dit que dans tous les cas, lui, ce qu'il voulait, c'était vendre les violons, pas se faire mettre en prison. Il a donc convaincu Volker et Stephen d'attaquer Bernard afin de récupérer les certificats d'authenticité des 4 violons que Bernard avait confiés à Yves et que donc Yves a en sa possession. Parce que sans les certificats d'authenticité, il peut pas revendre les violons. Donc voilà, ce serait le mobile du crime selon les policiers, c'est-à-dire que la seule façon d'avoir ces certificats, c'était que Bernard leur dise où ils étaient. Donc pour ça, les enquêteurs pensent que les 3 compères sont rentrés par un des trous béants de la maison en construction, puisqu'ils connaissaient les plans de la maison et les 2 occupants, qu'ils sont arrivés en catimini au milieu de la nuit, qu'ils sont montés dans la chambre à Lolo, qu'ils l'ont prise de force, qu'ils l'ont traînée dans la maison, qu'ils ont menacé Bernard avec une arme et sa fille avec une arme en lui disant « Si tu ne nous révèles pas où sont les certificats d'authenticité, on va tuer Lolo ». Et malheureusement, là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont effectivement torturé Lolo, mais d'une façon indécente. Ils l'ont brûlé avec des cigarettes, ils l'ont coupé un peu de partout, ils l'ont battu, ils l'ont agressé intimement, comme je vous l'ai dit, et ils ont fini par lui mettre une balle dans le ventre et la mettre dans une baignoire pour qu'elle finisse par se vider de son sang et que les traces d'agression soient cachées. Tout ça, Bernard l'a vu, ça a duré des heures, sa fille a été torturée devant lui, il devait être dans un état lamentable et pourtant, malgré le fait qu'il aimait sa fille plus que tout, c'était sa princesse, c'était vraiment toute sa vie, sa gamine, c'est pour ça qu'il est parti avec elle au Paraguay, il adorait passer des moments avec elle, ça se voit, ils sont complices et il n'a pas lâché le morceau. Donc là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que Bernard a eu une dissociation dans sa tête ? Par exemple, le choc était tellement grand de ce qui se passait qu'il n'a pas pu réagir. Un peu comme si son cerveau s'était dédoublé et qu'il avait bloqué et qu'il n'avait même pas pu répondre tellement il était choqué en fait de ce qui se passait. On ne sait pas. Est-ce qu'il a tenu tête à ses ravisseurs en se disant ils vont pas aller jusqu'au bout ? On ne sait pas non plus. Ou alors est-ce que le fait que ce soit ses amis qui l'aient attaqué, ça lui a tellement foutu les boules qu'il n'a pas voulu leur révéler l'endroit des certificats ? On sait pas non plus, c'est aussi une autre hypothèse. Moi j'en ai une autre, je me dis que dans tous les cas Bernard devait se dire que lui et sa fille étaient morts parce que si c'est vraiment ses amis qui l'ont attaqué, il a vu leur visage, il sait que c'est eux, il a reconnu leur voix, donc dans tous les cas, une fois le vol fini, il va aller à la police. Ses amis le savent très bien, donc la seule solution pour que eux n'aillent pas en prison et puissent profiter des millions qu'ils auraient réussi à voler, c'est de tuer Bernard et sa fille. Donc si Bernard s'est mis ça en tête, il s'est dit que dans tous les cas, qu'il leur donne les certificats ou pas, ils allaient mourir tous les 2. Alors oui, ça c'est mon hypothèse. Après, je me dis que sans vouloir blâmer Bernard, si c'est vraiment ça qu'il a décidé, c'est peut-être pas la meilleure des décisions parce que du coup, sa fille a été torturée. Lui aussi, je vous le rappelle, donc il a été lui aussi brûlé avec des cigarettes, il avait l'œil dans un état lamentable, le visage complètement fracassé, il a été battu, il a été coupé un peu de partout, et en plus de ça, on lui a brûlé les parties intimes d'une façon mais horrible. Vraiment, le pauvre a souffert le martyre. Et pour autant, les ravisseurs sont partis sans le trésor, et ça c'est ce qu'on va voir maintenant. Après la découverte du corps, bien sûr, une des sœurs de Bernard est venue pour rapatrier le corps en Allemagne. Et à ce moment-là, les policiers avaient un peu plus fouillé la maison et avaient découvert dans des conteneurs dans le jardin de Bernard quelque chose de très très intéressant. En fait, les ravisseurs n'avaient pas trouvé les actes d'authenticité des Stradivarius parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur de la maison mais à l'extérieur dans les conteneurs. Ce que Bernard avait fait, c'est qu'il avait pris une penderie et qu'à l'intérieur, il avait mis un énorme coffre-fort d'1,50 m sur 1 mètre, extrêmement épais et extrêmement lourd. Mais quand on rentrait dans le conteneur, tout ce qu'on voyait, c'était une penderie. Et vu que le conteneur était vraiment sans dessus-dessous, parce que concrètement, il y avait des outils, il y avait un peu de tout, des tableaux, de la déco, enfin, il y avait de tout, à aucun moment on se serait dit que Bernard aurait mis des objets d'une aussi grande valeur dans cet endroit-là, à l'extérieur. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il a réussi à berner les voleurs. Donc, bien sûr, le coffre va être ouvert en présence de la sœur de Bernard. Ils vont devoir y passer des heures pour l'ouvrir tellement il est épais ce machin. Ils ont dû sortir le chalumeau et il y a eu une équipe spécialisée qui a dû se déplacer. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient là pour authentifier l'acte et s'assurer de ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Et ce qu'on va trouver à l'intérieur du coffre est purement hallucinant. Dans le coffre, ils vont retrouver des violons de grande valeur et leur certificat d'authenticité, dont 30 violons qui dataient de 1720
et dans une boîte à part, un violon de 1690 et son certificat d'authenticité. Ça vaut une fortune. On va aussi retrouver des documents nazis de collection, comme par exemple des pièces d'identité, des os de mammouth, des pièces de la Rome antique, des peintures très chères, une série de documents qui dataient de la Seconde Guerre mondiale, et les certificats d'authenticité des Stradivarius qui avaient été volés par Yves Bernard et Volcker. Donc là, tout ce petit monde est en prison en attente de son procès. Mais 9 mois plus tard, il va y avoir un rebondissement. Il y a déjà entre-temps l'avocat de Bernard qui s'appelle Jimmy Paez et qui a 46 ans et qui lui est né au Paraguay, qui va être arrêté. Il y a des soupçons qui ont commencé à se porter sur lui, donc ils ont fait une fouille chez lui et ils vont découvrir un faux testament signé de la main de Bernard qui lui donnerait accès à toutes ses richesses, c'est-à-dire tout ce qu'on a retrouvé là, tout ce que je vous ai nommé, les pièces anciennes, les documents nazis qui valent bien sûr une fortune, les tableaux, les Stradivarius, tout ça, tout ce qu'il avait, il allait le donner à son avocat avec sa maison. On va avouer que c'est un peu bizarre quand même. Bernard avait de la famille, théoriquement il aurait dû donner tout ça à sa famille, et là comme par hasard il le donne à son avocat. Voilà, les policiers y croient pas trop, donc ils embarquent l'avocat en prison aussi, parce qu'ils le soupçonnent d'avoir fait partie de l'histoire d'une façon ou d'une autre. En fait, là, à ce moment-là, ce que les policiers soupçonnent, c'est qu'en fait, Yves a voulu voler les Stradivarius en inventant un incendie, et que donc il a prévenu l'avocat de Bernard en lui proposant un espèce de deal. C'est-à-dire que moi, je vole les 4 Stradivarius avec les certificats d'authenticité. Toi, tu fais remplir un faux testament à Bernard en t'appropriant tout le reste de sa richesse. On va tous les deux chez lui, on rentre, on les menace, on les torture, on fait avouer à Bernard où sont les certificats d'authenticité, tu lui fais signer le testament et on repart tous les deux riches en ayant tué Lolo et Bernard. Donc ça, c'est la théorie des policiers en ce qui concerne l'avocat et Yves. Parce qu'en réalité, les policiers sont en train de sortir Volcker et Stephen de la liste des suspects. On est maintenant 9 mois après les meurtres de Bernard et de Lolo, et figurez-vous que Volcker et Stephen, je ne sais pas pourquoi, vont sortir de prison. Ouais, vous avez bien entendu. Il n'y a aucune preuve qui prouverait qu'ils sont innocents. Et pour autant, malgré le fait qu'on ait retrouvé les 4 violons chez Volcker, des armes chez lui qui pourraient correspondre à l'arme qui a servi au meurtre de Lolo et de son père, eh ben ils vont sortir de prison. Par contre, Yves et l'avocat, eux, vont rester en prison, alors que l'avocat, on a pu prouver qu'il était chez lui au moment des meurtres parce qu'il y a des photos, des vidéos et, tenez-vous bien, une géolocalisation de son téléphone dans sa maison de campagne. Donc là, je comprends pas trop ce qui se passe, étant donné que Yves, on n'a rien retrouvé chez lui, l'avocat, on a des preuves qu'il était chez lui et absolument pas en train de commettre le meurtre de Bernard et de Lolo, pourtant eux sont en prison. Mais à côté de ça, des personnes chez qui on a retrouvé des preuves, eux sortent de prison. Moi là, il y a un truc qui m'échappe, je comprends pas comment cette histoire va se finir, parce que bien sûr, elle est encore en procédure, mais pour moi, il y a un problème, comme diraient nos grands-mères, il y a une dans le potage, là. Pour moi, c'est pas normal. Mais on va peut-être avoir le fin mot de l'histoire à un moment ou à un autre, je l'espère. Mais en tout cas, c'est comme ça, voilà où on en est. Alors là-dessus, j'ai plusieurs théories. C'est soit, ils ont été payés, les policiers, parce qu'on est quand même au Paraguay. Le Paraguay, malgré tout, ça reste un endroit où, les bacs chiches, voilà, ça y va, quoi. Je veux dire, si on a besoin de payer un policier pour enterrer une histoire, voilà, une bonne grosse somme d'argent, ça peut régler beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que Volcker et Stephen auraient graissé la patte de quelqu'un pour arriver à sortir de prison? Moi, je me dis que c'est possible. Et là, j'ai encore une autre théorie. Est-ce que, par hasard, les cartels seraient pas mêlés à ça comme les policiers le pensaient au début? Parce que finalement, ils y ont pensé réellement, et peut-être que Volcker et Stephen étaient associés à un cartel, qu'ils en ont parlé à un cartel en leur disant, voilà, on a un filon pour se faire un peu d'argent, on s'associe, et on coupe la poire en deux. Alors, est-ce que Volcker et Stephen auraient pas, je sais pas moi, menacé le cartel, ou alors graissé la patte au cartel pour qu'ils viennent les sortir de prison en graissant eux-mêmes la patte à des gens ou alors en faisant peur à des gens? Franchement, c'est une théorie qui est plausible, hein. On reste quand même dans un pays où les cartels, c'est extrêmement dangereux. Ils ont le bras long, on va dire. Ils peuvent atteindre des gens, ils peuvent faire sortir des gens de prison. Ils peuvent même tuer des gens s'ils le veulent, même s'ils sont haut placés. Donc, en soi, voilà. Faire sortir 2 Allemands de prison, c'est une possibilité, malheureusement.
En attendant, Volker et Stephen n'ont pas le droit de quitter le pays tant que l'enquête n'est pas résolue, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais de leur côté, Yves et Jimmy, donc l'avocat, vont peut-être s'en sortir étant donné qu'il y a une loi au Paraguay qui dit que si 3 ans après l'inculpation des suspects, on n'a pas réussi à prouver réellement que c'était eux les réels coupables, eh ben on était obligé de les libérer et d'essuyer l'affaire. C'est-à-dire que l'affaire, on la prend, on en fait une boule, on la jette à la poubelle, elle n'existe plus. C'est comme si elle était déjà jugée et que les gens étaient déclarés innocents et donc sortaient de prison. Et là, a priori, c'est peut-être ce qui va se passer parce qu'on est en 2023. L'histoire s'est passée en 2021 et il ne s'est toujours rien passé. Donc là, il reste que 1 an avant que la loi soit applicable et il y a de grandes chances que personne n'aille en prison pour cette histoire. Je trouve que c'est une histoire complètement tirée par les cheveux parce que on parle d'un objet très rare, très cher, qui est certainement la source de la tentation des meurtriers. Mais à côté de ça, on n'a aucune preuve. On ne sait pas qui a commis l'acte. On a plusieurs suspects, plusieurs groupes de suspects. On n'a pas de preuve d'ADN ou d'empreinte, rien du tout. Et vraiment, ça ressemble pour moi à une histoire d'Agatha Christie, réellement comme dans un polar, où ça part dans tous les sens et on n'arrive pas à choper le suspect. Donc, peut-être qu'un jour, ils arriveront à l'attraper, mais là, en l'occurrence, rien n'est sûr. Et je trouve ça extrêmement triste parce que Lolo n'avait que 14 ans, Bernard en avait 62, il était en pleine retraite, et honnêtement, c'était quelqu'un d'épanoui, d'heureux, de curieux. Sa fille a été décrite comme un rayon de soleil, et on leur a arraché la vie d'une façon horrible, en les torturant, en les maltraitant, tout ça pour des billets verts. Pour beaucoup de billets verts, certes, mais tout ça pour de l'argent. Et c'est malheureusement comme ça que se finira la triste histoire de Bernard von Bredow et de sa douce fille Lorina, dite Lolo. Le mot de la fin pour moi, ça va être que c'est une histoire de fou, vraiment. Franchement, il n'y a pas vraiment de preuves, on n'est même pas sûr qu'on puisse choper les suspects, mais je trouve ça hallucinant ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, que personne n'ait rien entendu, que le pauvre Bernard a été certainement trahi par des amis qui lui étaient extrêmement proches. Il leur a fait confiance au point de leur confier des objets d'une très grande valeur qui sont historiques, extrêmement rares et extrêmement chers. Donc c'est vraiment qu'il leur faisait confiance. Et là, pour le coup, il a été certainement trahi par ses amis et son avocat, ou alors attaqué par un cartel qui aurait appris l'histoire des Stradivarius. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, je trouve que c'est horrible ce qui leur est arrivé. Lorina était une jeune fille, elle avait encore toute la vie devant elle. Lorina et son père s'aimaient beaucoup, ils avaient une relation fusionnelle et ça me brise le cœur ce qui leur est arrivé réellement, quoi. En tout cas, l'histoire a été intéressante malgré le fait que ce soit une histoire atroce. Ça a été extrêmement intéressant à étudier parce que ça part dans tous les sens, quoi. Réellement, je me suis cru dans un livre plus que dans une histoire réelle, tellement le sujet est atypique en réalité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette histoire et si bien sûr elle vous a intéressé. N'hésitez pas non plus, comme je vous le répète à chaque fois, à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.